Alors bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette soirée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. C'est un peu une habitude depuis des années et des années, ça fait je crois plus de 20 ans que le collectif sur Conflans organise des initiatives pour faire réfléchir, faire connaître ces histoires de santé mentale qui font souvent un petit peu peur et pourtant qui atteignent de plus en plus de gens, des soucis qui atteignent de plus en plus de gens à tous les âges de la vie, c'est le sujet de cette année. Et voilà, donc un film, un très beau film, et on vous attend après pour un débat avec nos 4 intervenantes. Elles se approchaient, mesdames, ne me laissez pas toutes seules, nous ne sommes que des femmes ce soir. Est-ce à dire que la santé mentale ne concerne pas les hommes ou que les hommes ne se sentent... Oh non, je ne vais pas continuer. Voilà. Bonsoir à tous, merci d'être ici. Je me présente, je suis Madame Collonges Caroline et je suis psychologue clinicienne au centre hospitalier Théophile Roussel. Bonsoir, je suis Camille Bourder-Mignot, je suis juriste à l'Université de Nanterre et avec ma collègue qui va se présenter, on travaille depuis une dizaine d'années maintenant, je pense, sur la question du vieillissement et donc aussi les questions d'EHPAD et de santé mentale dans les EHPAD. Bonsoir, donc je suis Tatiana Grunière et donc je suis juriste aussi à l'Université de Paris-Nanterre et par ailleurs membre de la Ligue des droits de l'homme et je participe à l'animation du groupe de travail santé et bioéthique qui s'intéresse entre autres choses au vieillissement et qui avait l'an dernier, en décembre 2022, organisé un colloque justement sur les droits en santé des personnes âgées qui abordait notamment la question des EHPAD. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Guénaëlle Zardet, je suis la directrice de la résidence Le Prieuré qui est située à Conflans-Sainte-Honorine. Donc voilà, c'est la première année que je participe et je suis très contente d'être là. Un tout petit mot pour dire que le conseil municipal des jeunes et le conseil municipal des enfants ont travaillé pour les CISM et sont allés interviewer des résidents de l'EHPAD du Prieuré et de la maison de retraite Les Essentiels. Voilà, et ça a donné lieu à une petite visio fort intéressante et à des liens que, bon, de loin, auxquels vous allez pouvoir penser en voyant le film. Non, je n'avais pas une bonne projection, bonne vision du film, voilà, et à rendez-vous tout à l'heure. On va laisser le générique défiler dans le calme pour se déconnecter un petit peu de ce film qui est émouvant et dont on va parler maintenant avec nos invités. Alors je vous propose peut-être d'avoir leur ressenti déjà et puis évidemment on a suffisamment de micros pour que chacun puisse donner son ressenti aussi, poser des questions. Elles se sont présentées, donc vous savez à qui vous avez affaire. Et mesdames, qui réagit la première, hein, c'est... Alors... Vous voulez y aller à chaud? Vous voulez que je commence? J'ai pas vu le film ce soir, donc je ne suis pas encore en larmes. Mais ça a été le cas quand je l'ai vu, c'était évident. C'est effectivement un très beau film qui tombe à pic dans le thème des semaines d'information sur la santé mentale, puisque le thème de cette année, c'est la santé mentale à tous les âges de la vie. Et que finalement, dans ce film, on aborde la question de la santé mentale des enfants, la question de la santé mentale des personnes, des résidents de l'EHPAD, mais également la santé mentale de l'équipe soignante. Et j'avoue que, du fait que je suis psychologue et que je travaille à l'hôpital, je pense que la plupart d'entre vous connaissent les conditions de l'hôpital public actuellement et les difficultés que les équipes peuvent rencontrer. Et j'avoue que c'est probablement le sujet qui m'a le plus touchée dans le film, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien dépeint et représenté.
Si je me souviens bien, le film commence sur ce moment de tension entre le directeur d'EHPAD et l'équipe soignante. Et je trouve que tout au long du film, c'est très bien dépeint cette difficulté qu'il y a entre une vraie volonté de faire le soin, avec tout ce que ça implique, et le fait d'être empêché, pour des raisons qu'on connaît, de le faire dans une bonne qualité. Et la manière dont on se voit en tant que soignant devenir violent, et la violence que c'est pour sa propre santé mentale en tant que soignant. Et j'avoue que ça m'a énormément touchée. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous voudriez rebondir déjà, éventuellement. Ben, on va peut-être vous écouter et puis donner la parole à la salle qui n'attend que ça, qui a déjà plein de questions dans la tête. Alors, une petite réaction à chaud. C'est un film qui est très émouvant et drôle en même temps, je trouve. Il y a beaucoup de joie de vivre et alors, je ne vis pas les mêmes choses là où je suis. Il y a des similitudes évidemment sur ce qu'on peut vivre au quotidien, ce que les équipes, quelles que soient les équipes d'ailleurs, il n'y a pas que les équipes soignantes qui peuvent vivre de façon très proche avec les résidents. Et, mais voilà, il y avait beaucoup de vie et c'est ça que j'ai envie de retenir. Et voilà, c'est un lieu où effectivement les personnes meurent, c'est le sens de la vie aussi, mais c'est d'abord un lieu de vie pour moi, l'EHPAD, voilà, où les résidents doivent se sentir bien et on doit leur apporter des choses, voilà, dans la continuité de leur vie d'avant, en tout cas, essayer. Ben alors moi aussi, c'est une réaction à chaud, parce que j'ai découvert le film. Et ma première réaction, c'est qu'en fait, c'est presque un film sur tout, sauf sur l'EHPAD. Parce que pour moi, tel que je le vois, là, c'est un EHPAD idéal. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Mais disons qu'en tant que juriste, quand on regarde tous les rapports qui sont parus ces derniers temps, qui dénoncent les maltraitances, qui dénoncent les privations de liberté dans ces lieux, qui dénoncent aussi ce qu'engendre de la sécurité, les obligations de sécurité dans un EHPAD, bah, je dirais que là, on est très loin. Ne serait-ce qu'un enfant qui fait du skate dans le hall, en fait, c'est tout simplement inimaginable, je pense, qu'un EHPAD autorise cela. Non, c'est pas possible. Voilà. Il y a trop de risques. Il y a trop de risques, en fait. Voilà, donc voilà, c'est ça qui m'a surprise, en fait. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a surprise parce que c'est sur la santé mentale, c'est sur la transmission, c'est sur... Pour approcher des sujets sur lesquels on travaille, peut-être l'autonomie de la volonté, peut-être on pourrait raccrocher à ça. Mais en tout cas, alors il y a des allusions à la violence, par exemple, quand il s'inquiète de savoir pourquoi la résidente dit qu'on l'a brûlée, qu'on l'a griffée. Bien sûr, il y a des allusions à des choses qui ont été dénoncées. Mais je trouve que c'est un EHPAD très ouvert, là. Non, mais j'ai pas à ajouter, je pense qu'on peut échanger. Oui, bah, évidemment, j'ai un peu le même regard, c'est-à-dire que en fait, ce qui nous émeut, je trouve, dans ce film, c'est toute la vie qu'il y a, effectivement, et tous les sentiments qui passent avec, effectivement, le personnel, les résidents, les enfants, et voilà. Et donc, c'est la vie, avec sa beauté et puis sa dureté. Mais c'est vrai que l'image qu'on a, et notamment du fait du droit aussi, des normes, c'est que cet espace, pour qu'il existe comme ça, avec évidemment toutes ces tensions, et il faut s'émanciper. Donc c'est pour ça que je serais très, très, très heureuse aussi de vous entendre, c'est-à-dire, je pense que ça dépend beaucoup de la direction, et aussi dans ce cadre qui se veut protecteur et qui a des raisons d'être, comment quand même arriver à oser le pas de côté pour laisser aussi ce souffle de vie, voilà, avec des enjeux en termes de responsabilité qui sont très lourdes. Là, on voyait pas trop quand même les familles, finalement, mais ça pourrait être aussi un élément en plus qui parfois est soutien, mais qui aussi, là c'était plutôt par leur absence, et qui peut aussi être une pression dans ce sens aussi. Donc voilà, donc moi je pense que ça me touche au premier niveau qui est la vie, mais en même temps,
comme tu disais, c'est peut-être un EHPAD idéal, mais auquel on ne croit pas complètement. Mais peut-être que vous démentirez. Hein, mais, voilà. Non, c'est sûr, effectivement, on a des contraintes liées voilà, à nos autorités de tutelle, à la législation, etc. Il faut faire avec parce que c'est comme ça, c'est aussi pour protéger les personnes qu'on accueille, c'est important. Mais dans cet espace-là de contraintes, c'est important de garder cette liberté, garder liberté de faire un certain nombre de choses, même des fois des pas de côté. Effectivement, on s'arrange quelquefois avec certaines normes, on va dire, pour le bien-être des résidents. Je pense au niveau des ateliers culinaires ou des choses comme ça, où on se dit que bon, c'est pas très grave, que des fois il faut faire des choses avec les résidents et ça va pas. Bon, le risque est mesuré en fait, c'est ça. Il faut toujours mesurer le risque et savoir où on met le curseur entre le bénéfice et le risque, et le bénéfice et le bien-être des résidents voilà, au sein de ce lieu de vie. Alors, qui veut réagir dans la salle? Elles ont commencé, donc il y a eu déjà les premières interventions, vous ne serez pas les premiers. Alors, j'arrive. Tu deviens obéissante à tes ordres. Bon, moi je pense qu'on vient de voir un film très dur et effectivement, il faut savoir que les personnes en attente de changement de vie se demandent vraiment s'il faut aller dans de tels lieux. Il est là le problème. Vous avez dit qu'il faut protéger les résidents, mais il faut surtout leur préserver des temps qui sont des vrais temps de vie. Et ça, c'est pas facile, certainement. Qu'est-ce que vous entendez par des temps de vie ? C'est-à-dire de ne pas obliger tous les résidents à suivre les mêmes trucs, à donner des ateliers, tout ça. Qu'est-ce que c'est que leur vie aux résidents? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Moi, j'ai 87 ans, je me dis, ce que j'attends, c'est d'échapper à cette communauté. Ou alors, il faudrait qu'elle change. Je ne juge pas votre travail. Des EHPAD, il en faut, mais il faudrait peut-être dire adieu à la routine et se demander ce qu'est vraiment la vie. Si la vie n'a plus de sens, à quoi bon la continuer? Alors je pense qu'on peut donner du sens à la vie des personnes âgées en EHPAD. Enfin, moi qui suis directrice d'EHPAD maintenant depuis 12 ans, j'ai vu évoluer l'EHPAD effectivement. Ça dépend le regard qu'on pose sur cet âge, ce grand âge. Ça dépend des besoins qu'on a à ce moment-là. Vous semblez encore très autonome, donc certainement que votre place n'est pas ici, mais c'est aussi un lieu où les résidents se sentent en sécurité et ont besoin de cette sécurité et de cet encadrement en fait jour et nuit de personnel pour les aider, parce qu'ils n'ont plus la capacité de rester seuls chez eux. Et voilà, on respecte tant que faire se peut leur liberté de participer ou non. Après, les animations qu'on va proposer, ça va participer, on parle de la santé mentale, mais ça participe aussi du maintien du moral, ça participe du maintien d'une certaine vivacité d'esprit. Voilà, vous comprenez ce que... Après, on les oblige pas à participer, on les force pas. C'est important, on est là pour les accompagner en fait, dans ce moment qui est certes très délicat. Moi, je crois que dans ce film, qui est très dur, il y a des gouttes d'humanité. Et la compréhension la plus forte de ces personnes qu'on dit âgées, j'aime mieux le mot vieux, mais bon, c'est comme ça, ceux qui comprennent le mieux, ce sont les ados et les enfants. Et ça, c'est pas évident pour les adultes de l'admettre. Mais en fait, c'est bien ça quand même. Alors, je pense que les enfants ou les ados, peut-être, ont un autre regard. Ils n'ont pas de filtre ou pas cette... comment expliquer ça cette peur de la mort qu'on peut avoir quand on est plus âgé, peut-être.
et ils acceptent les personnes telles qu'elles sont et pas comme elles voudraient qu'on soit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, si je peux me permettre de rebondir, je trouve que c'est très touchant ce que vous dites et ça m'a évoqué deux choses. La première sur lesquelles je pense Camille et Tatiana pourront rebondir. J'aime pas ce mot protection. Moi, je travaille dans un service de psychiatrie adulte et en fait, justement, aujourd'hui, les soins qu'on propose, c'est vraiment arrêter de protéger. Parce que protéger, c'est mettre sous cloche, c'est empêcher de faire des expériences et finalement, c'est empêcher de vivre. Et que c'est en tombant, justement, que parfois on apprend et qu'on fait son expérience et qu'on se construit et qu'on est humain. Parce que c'est ça l'humanité. Et que quand on est protégé, eh ben, on est empêché, finalement. Et effectivement, c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans ce film, c'est l'humanité, comme vous l'avez dit, et comme vous l'avez souligné aussi, ce regard-là, c'est que finalement, entre ces enfants et ces vieux, il y a une rencontre. Parce qu'il y a un regard qui se porte, où justement, ce ne sont plus des enfants et des vieux. Ce sont... il faut le temps. Ils vont, j'ai plus les noms en tête, mais il y a une vraie rencontre dans l'identité, dans l'humanité de ce que fait la personne, et non pas un enfant ou un vieux. Et je trouve que c'est très bien mis en scène dans le film, cette déshumanisation entre ces deux catégories, et comment cette rencontre fait que ces personnes prennent vie. Et bien entendu, c'est un EHPAD qui est plein de vie, là, pour le coup, on est bien d'accord. Et la deuxième chose que ça m'a évoqué, je vous laisserai rebondir, c'est effectivement la place des... où sont les proches et cette tranche d'âge au milieu. Andrea Bescon interprète une des actrices. Et il y a quelque chose d'une culpabilité, je pense, importante quand même, de devoir mettre ses parents dans un EHPAD. Et que... Alors ça, c'est mon analyse de psychologue, mais que la culpabilité, ça empêche aussi beaucoup. Et que c'est aussi pour ça qu'ils brillent par leur absence dans le film. Oui, sur la protection, là, évidemment, c'est un sujet sur lequel les juristes peuvent discuter longtemps. C'est vrai que... Nous, on travaille sur les mesures de protection juridique, donc moi, ça m'évoque ça. C'est quand même le réflexe du droit, quand il a une personne dite vulnérable, donc qui pourrait, par ses actions, par sa volonté, se mettre en danger, faire des choses qui ne sont pas dans son intérêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire, son intérêt? Le droit, il va avoir tendance à poser une norme qui le protège, et donc qui l'empêche. Parce que qui dit protection dit entrave, forcément. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement, ça commence à être un peu contesté, et qu'il y a un mouvement, voilà, qui, en tout cas que nous on soutient sur les mesures de protection juridique, qui est dans le sens de dire il faut que la protection elle soit limitée au maximum pour que la personne reste la personne, en fait. Mais c'est pas encore gagné quand même. Parce que ça veut dire qu'il faut accepter qu'effectivement la personne elle se mette en danger ou qu'elle fasse pas ce qu'on attend. Et puis c'est vrai qu'on attend beaucoup d'une personne, parce que finalement on attend d'une personne qu'elle se comporte presque mieux que nous, puisque on pourrait dire qu'on est le tuteur d'une personne et puis que quand on sort de son travail, on va dépenser tout son fric pour s'acheter des chaussures. C'est pas tellement plus raisonnable que d'avoir voulu sortir de son fauteuil pour aller cueillir une fleur dans le jardin. Mais néanmoins, on attend des personnes un comportement raisonnable, c'est ce qu'on leur impose d'une certaine manière. Donc je crois que c'est ça qui est... C'est pour ça que là, je disais, c'est un EHPAD idéal, parce qu'on leur permet beaucoup de choses, voilà, et ça permet de développer beaucoup de thèmes du film. Mais... Voilà. D'autres réactions? Bonsoir. Pour élargir un petit peu le débat, effectivement, le film décrit l'atmosphère dans un EHPAD et ce qui peut s'y passer, les mesures de sécurité qui sont imposées. Il faut aussi penser qu'il existe des lieux, des résidences, des maisons de retraite où les personnes vont de leur plein gré et où elles ont beaucoup plus de liberté.
et qui sont beaucoup plus ouverts qu'un EHPAD qui regroupe des personnes vulnérables et donc qui ont besoin de protection, soit parce qu'elles ont une difficulté physique ou sensorielle, etc., ou même qui sont mises là parce qu'effectivement elles risquent de se nuire à elles-mêmes. Et donc je souhaitais aussi demander à Madame la directrice du prieuré si elle avait parmi ses résidents beaucoup de personnes qui étaient hébergées sans leur consentement, puisque c'est quand même une question effectivement qui est abordée, qui est en première ligne pour l'instant, effectivement, après tout ce qui s'est passé dans les études et les livres qui ont décrit les situations. Alors, la question du consentement d'entrer en EHPAD, c'est une question qui est assez épineuse et je pense que les juristes pourront en parler peut-être mieux que moi. C'est vrai que c'est un paragraphe du contrat de séjour, hein, le consentement de la personne, on le demande. Hein, moi, je le fais quand les résidents rentrent. Après, ça a ses limites. Quand la personne n'a pas de troubles cognitifs ou de défaillance psychique, on peut recueillir ce consentement il est limité, ce consentement, parce que la plupart des résidents qui sont en EHPAD n'ont pas forcément envie d'y être, c'est vrai. Il y a un temps d'adaptation qui se fait et ils se sentent après plutôt chez eux au bout de quelques temps. Ça, il faut le souligner. Ils se sentent un peu comme dans une famille. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens chez moi, dans mon EHPAD. Non, mais après, le consentement des personnes qui ont des troubles cognitifs, effectivement, franchement, non. Voilà, il y a des problématiques juridiques et de tutelle, etc., qui rentrent en jeu. Voilà. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à rentrer en EHPAD s'il n'en a pas envie. Hein. C'est quelque chose qui se discute, qui s'accompagne, qui se crée avec la famille aussi. Oui, en tout cas, nous, ce qu'on a, justement, Camille disait qu'on avait travaillé sur les personnes âgées qui étaient sous mesure de protection juridique, donc pour lesquelles, a priori, il pouvait y avoir une difficulté, pas toujours hein, en termes de consentement, mais enfin, voilà, une population quand même fragilisée, et en tout cas, les protecteurs, les mandataires professionnels, les tuteurs notamment, disaient que même quelqu'un qui est extrêmement altéré sur le plan cognitif, en fait, voilà, il faut du temps. Enfin, voilà, même quand on sait que chez elle se met vraiment en danger, des syndromes de Diogène très importants, etc. Enfin, voilà, qu'il n'y a pas d'alternative. Il montre, voilà, les témoignages, hein, c'était vraiment de dire, en fait, il faut qu'on ait un temps, qu'on puisse amener la personne dans un EHPAD, mais pas de manière définitive, mais qu'elle teste. Éventuellement qu'on ait le choix entre 2 EHPAD. Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a aussi des disparités très fortes selon les régions. C'est-à-dire, selon qu'il y a plusieurs EHPAD, qu'il y a quand même quelques places, voilà. Et plus c'est à flux tendu, plus en fait ce placement, entre guillemets, va être quand même contre la volonté, ou en tout cas ne pas respecter le temps de la personne. Parce que même s'il n'est pas capable complètement de consentir, il y a quand même son corps, son déplacement, enfin voilà, il faut qu'elle soit un peu partie prenante. Enfin, ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser que dans nos témoignages, il y a quand même une dame, alors on a travaillé sur un petit panel, hein. Il y a une dame qu'on a rencontrée avant qu'elle aille en EHPAD, qui était déjà sous mesure de protection juridique, mais pas très forte, parce que son altération était assez faible. Et elle nous a dit qu'elle souhaitait aller en EHPAD, parce qu'elle avait des difficultés pour se mouvoir chez elle, enfin pour se mouvoir, y compris chez elle. Et donc, quand elle sortait dans la rue, s'il n'y avait pas un voisin pour pousser le fauteuil, etc., elle était complètement bloquée. Et elle avait été soignante, donc elle connaissait un peu ce milieu. Et elle avait envie de vivre en communauté. C'est ça que je voulais dire, c'est que moi j'entends parfaitement, j'ai pas envie de vivre en communauté, je voudrais d'autres propositions d'habitat pour quand je serai moins autonome, etc. Et ça c'est sûr, d'ailleurs ça se développe un peu, bon, mais il y a aussi, là cette dame vraiment, elle le souhaitait, et on a appris qu'elle avait réussi à trouver un EHPAD qui lui convenait, et bon, elle est décédée assez rapidement après, mais en tout cas, elle était contente par rapport à sa situation, hein,
d'avoir pu trouver ce lieu qui lui apportait des relations, parce que sinon elle était isolée chez elle. Et c'était quelqu'un qui nous disait, moi j'aimerais qu'on m'emmène à la mairie, il y a des conférences, comme ce soir par exemple, mais elle ne pouvait pas venir toute seule et elle n'avait pas de gens pour l'emmener. Et l'EHPAD, c'était justement l'occasion de pouvoir avoir, peut-être à travers des ateliers, à travers des activités, retrouver un peu ce lien social qui lui manquait. Donc voilà, ça peut convenir quand même à des personnes, mais c'est sûr, c'est pas comme ça, a priori, on n'a pas forcément envie d'y aller. Alors, moi, depuis de nombreuses années, j'ai eu effectivement des personnes qui sont venues de leur propre gré. Moi, je dis beaucoup aux familles, allez voir plusieurs établissements, parce que c'est important de pouvoir faire un choix. Venez avec votre parent, quand c'est possible aussi, venez visiter. C'est important qu'ils puissent sentir l'atmosphère, voir les lieux, voir comment sont faites les animations, les après-midi, ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours de cette famille et de cette dame qui avait perdu son mari. C'est souvent le cas, hein. On a beaucoup de résidents sont veufs ou veuves dans l'établissement, et c'est déjà quelque chose qui est difficile, hein. Souvent ils viennent parce qu'ils restent seuls chez eux, et cette dame passait ses journées à regarder le portrait de son mari, et sa fille se demandait comment elle allait pouvoir s'adapter chez nous, et en fait elle a changé du tout au tout, et elle s'est intégrée, elle s'est fait des copines, il y a tout un lien social en fait qu'on va apporter aussi. Moi actuellement j'ai 5-6 résidentes qui se retrouvent tous les jours, matin et soir, presque des soirées pyjama dans les couloirs. Il y a ça aussi en EHPAD, il y a cette vie et ce lien social que ces personnes retrouvent. Elles se sentent moins seules, souvent, très souvent. Donc, il y a tout le lien aussi, on le voit dans le film, le lien avec le personnel, on crée des liens en EHPAD. Et c'est ça, je trouve, le lien qu'on crée entre les équipes et avec les résidents et avec les familles, parce qu'on n'en parle pas, mais les familles, elles sont très présentes et elles doivent être... Non. C'est bien qu'elles soient présentes, quand elles le peuvent en tout cas, parce que ça participe de la bonne santé mentale des résidents, et c'est ça qui les maintient en fait, ces liens qu'on crée. Voilà. Oui, je suis content pour vous que vous ayez l'impression que dans une maison de retraite, on soit vraiment dans un endroit joyeux, comme dans sa famille, et qu'en fait, on soit vachement heureux de rencontrer ses copines. Je suis content pour vous, puisque vous dirigez une maison de retraite, et donc si ce n'était pas le cas, vous seriez vraiment... Vous seriez en dépression, madame. Mais peut-être que vous n'avez personne de votre famille dans un EHPAD. Personnellement, ma mère est décédée dans un EHPAD, et je peux vous dire que c'est vraiment pas l'image que j'en ai vue. À part le premier jour. Le premier jour, on m'a fait visiter un endroit génial. Il y avait un piano dans le salon, il y avait plein de photos partout, il y avait des fauteuils, c'était très beau, on avait l'impression d'être dans un hôtel 4 étoiles. C'est le seul jour où j'ai pu avoir cette impression-là. Parce qu'ensuite, j'ai vécu tout ce qui se passe dans un EHPAD, et franchement, c'est pas du tout l'image qu'on s'en fait, qu'on vous en fait, qu'on vous en propose au départ, tant que vous n'avez pas signé le dossier. D'autre part, essayez, pour que quelqu'un essaye l'EHPAD. C'est possible peut-être j'ai une vue de l'esprit, par contre, je pense. Parce que dès l'instant où vous avez signé, où la famille a signé pour vous placer dans un EHPAD, votre domicile, c'est l'EHPAD. Vous n'avez plus le choix. Parce que, juridiquement, vous n'avez plus d'autre domicile que l'EHPAD. Votre maison, elle est encore là, mais elle est vide. Et elle ne vous appartient plus, parce que vous n'y habitez pas. Vous n'y pouvez même pas recevoir votre courrier. Alors, je suis désolé, le film qu'on a vu, c'est un génial film. C'est romanesque. Ça n'a rien, mais rien à voir avec aucun EHPAD, au moins en Île-de-France. J'en ai visité une bonne trentaine avant de placer ma mère. C'était juste au moment du Covid, c'était pas facile. Et je peux vous garantir que ce que vous nous présentez, ce que vous pensez peut-être, c'est vraiment une vue de l'esprit, madame. Ça peut être aussi le seul EHPAD. Peut-être le seul. Voilà, je sais pas. Après, c'est le ressenti de chacun. Je pense qu'en effet,
quelque chose de simplement, pour revenir là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut faire violence quand on est directement concerné par l'EHPAD, d'entendre ça. Parce que ça, effectivement, ça ne recouvre pas une réalité. Ou alors une exception. Après, je suis désolée de l'expérience que vous avez pu avoir. Je sais combien l'accompagnement des familles est quelque chose qui est délicat et pas toujours facile. Je le vis aussi au quotidien. Je ne dis pas que c'est parfait là où je suis et on est en construction constante. Après, voilà, je fais ce métier avec conviction et avec foi et ce qui me tient, ce qui me permet de me lever le matin, c'est de me dire que j'apporte quelque chose aux résidents, aux familles et pour que ça se passe bien pour les résidents qui sont accueillis, en tout cas dans mon établissement. Et, ouais, ils peuvent recevoir du courrier, donc je suis surprise par ce que vous me dites. Moi, j'ai des boîtes aux lettres pour les résidents et les familles. Donc, c'est à leur domicile qu'ils ne peuvent plus rien recevoir. Ah oui, ça leur domicile n'est plus leur domicile. Oui. Ils sont Je crois qu'il y a une grande diversité en fait d'EHPAD. Moi, j'ai longtemps formé des personnels soignants en EHPAD et je pense que le film n'est pas si loin de certaines réalités. Évidemment, il amalgame des situations diverses, mais on en trouve des situations de ce genre. On trouve des endroits où effectivement il y a même des moments d'échange entre jeunes, enfants d'une école voisine et y compris des situations de repas communs. Donc c'est pas complètement sorti des choses. Et surtout, il y a quelque chose de tout à fait remarquable et qu'il fallait oser, c'était la fin. Parce que le fait, qu'est-ce qui provoque ce décès? Finalement, c'est l'insécurité. Et c'est sur ce terrain, moi, que je suis assez frappé parce qu'en fait, on met des réglementations considérables qui, on l'a vu pendant la période Covid, ont surtout provoqué des décrochages complets d'un certain nombre de personnes qui étaient coupées du monde, coupées de leur environnement, parfois même coupées des groupes qui avaient pu se constituer au sein des EHPAD, comme vous l'avez souligné. Il y a effectivement des groupes qui se constituent parce que nationalement, on le sait très pertinemment, aujourd'hui il y a à peu près seulement un tiers des personnes qui vont en EHPAD qui ont choisi d'aller en EHPAD. Néanmoins, il y a un tiers, et un tiers, c'est pas négligeable non plus. C'est-à-dire que ces personnes qui ont fait ce choix pour avoir une préservation d'une vie sociale, pour se reconstruire, pour des tas de choses, des tas de raisons, eh ben, elles y trouvent dans un certain nombre de lieux, pas partout, mais elles y trouvent des éléments de vie. Le fait que, moi je crois qu'il y a un paradoxe de la sécurité en EHPAD, c'est-à-dire que d'une part, on verrouille au maximum pour une protection, en fin de compte, des administrations, je dirais globalement, parce que c'est pas une protection des soignants eux-mêmes. Il y a même plus grave, à mon avis, c'est que dans de nombreux EHPAD, alors même à l'échelle de tous les EHPAD, on pourrait dire que par rapport à ce que souhaitent les professions, c'est déjà plus de soignants présents dans les établissements. Mais ça, c'est une banalité, tout le monde le sait. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que parmi ces soignants, une bonne partie d'entre eux, et là c'est très variable selon les types d'EHPAD, selon que c'est un EHPAD à finalité commerciale ou autre. Pendant longtemps, moi j'avais dans l'établissement où je gérais des formations d'aides-soignants, on avait blacklisté un certain nombre d'établissements parce qu'ils avaient parfois plus de stagiaires que de personnes titulaires. Ils nous demandaient des stagiaires en pagaille. Aujourd'hui, on a des proportions de ce qu'on appelle personnel faisant fonction d'eux, très importants, dans un certain nombre de grands groupes notamment. J'ai eu l'occasion de le tester chez Corian, ils ont voulu me faire des cours spécifiques pour les formations de leurs faisant fonction d'aide-soignants, faisant fonction d'infirmières qui n'étaient que des aides-soignants, faisant fonction d'aide-soignants qui n'avaient aucun titre pour être aide-soignants. Mais ça, c'est un des paradoxes, je trouve, de la sécurité. C'est-à-dire que finalement, on érige un certain nombre de règles assez énormes, avec des conséquences parfois catastrophiques, alors que bien souvent, on ne se soucie pas d'avoir le nombre de personnels qualifiés, formés, pour qu'y compris l'EHPAD puisse être un lieu de vie, justement, jusqu'à la dernière minute, un lieu de citoyenneté, avec tout ce que ça implique. Alors, il y a des directions d'établissements, j'en connais plusieurs, qui, comme vous, ont le souci d'essayer de faire en sorte que malgré tout, ça puisse être un lieu de vie. Mais je pense qu'on vit un paradoxe terrible. Et ça ne doit pas être toujours facile tous les jours, parce que mine de rien, des situations du genre de celle de la faim
où effectivement une personne dans le couloir risque d'attraper une bouteille ou de prendre un drap sale et de tomber avec, etc. J'en ai vu plusieurs dizaines, je dirais, au cours de ma carrière. Donc, je trouve qu'il n'y a rien d'excessif. Il y a évidemment un montage un scénario qui fait que sont rassemblées tout un tas de choses qu'on voit de manière éparse en différents lieux. Mais ici, alors c'est un très très beau film de ce point de vue d'avoir réussi cette performance, et puis de faire toucher du doigt toutes ces petites choses qui font qu'il y aurait beaucoup à améliorer, mais qu'aussi il y a aussi beaucoup de choses intéressantes dans la relation personnes âgées, enfants, jeunes, etc., les problèmes qu'ils ont aussi. Enfin, voilà, je m'arrête là. Mais... Oui, bon, ma mère est en EHPAD depuis 3 ans maintenant, avec un Alzheimer avancé. Alors, à ce titre, je me permets tout de même, il y a quelques points qui m'ont interpellé là ce soir dans la discussion. D'abord, l'histoire de la protection. L'une d'entre vous a dit qu'elle s'élevait contre ce terme. Je crois que dans l'état dans lequel est ma mère, la protection me semble indispensable, mais vraiment indispensable, pour elle-même d'abord, et pour les autres également. Alors, le terme de protection, en ce qui la concerne, ne me heurte absolument pas, vous voyez. Mais pas du tout. Or, il se trouve que des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer dans les EHPAD, il n'y en a pas 1 sur 10. D'accord? Il y en a beaucoup. Donc, on relativise un peu peut-être. D'autre part, le témoignage du monsieur qui était là tout à l'heure m'a vraiment également heurté. Parce que depuis 3 ans que je vais voir ma mère régulièrement dans l'EHPAD OAD à Conflans, je ne vis pas du tout les mêmes choses que monsieur. Quand j'entre dans cette EHPAD, quel que soit le moment, le matin ou l'après-midi, au rez-de-chaussée, où il y a les parties communes, je vous le dis franchement, je ne suis pas payé pour le dire, mais ce ne sont que des rigolades. C'est une atmosphère extrêmement gaie, avec des gens qui déraillent un peu parfois, mais on arrive à rigoler même avec ça. Moi, je n'ai pas du tout l'impression de rentrer dans une prison ni dans un endroit sinistre. Et ça fait 3 ans, je répète, ce n'est pas une expérience de quelques jours. Voilà, je voulais dire ça aussi. Alors évidemment, quand je monte à l'étage où les gens qui souffrent d'Alzheimer sont comment dire, cantonnés, parce qu'il faut bien les cantonner, parce que sinon ça dérape dans tous les sens et ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas la même atmosphère, bien sûr. Et je suis d'accord avec Madame Zardet. Moi, dans l'établissement où est ma mère, je fais partie du comité de vie sociale du CVS. Donc, on travaille également avec des représentants des résidents. Les représentants des résidents ont fait le choix d'être là. Ils sont très contents d'être là. Donc, je trouve que là aussi, je crois qu'il faut nuancer. Je crois qu'il y a aujourd'hui une vision, tout un discours extrêmement négatif sur les EHPAD suite à toutes sortes de scandales, ça c'est vrai, mais je crois qu'il faut nuancer. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas possible. Moi, je suis personnellement très content de l'établissement où se trouve ma mère, et je répète, ça fait 3 ans à présent. Et si je l'ai mise là-dedans, évidemment, elle est sous protection. Parce il était impossible qu'elle reste chez elle. Elle se mettait en danger, elle se cassait la figure, elle a inondé son immeuble. Bon, et on n'avait plus le choix. Je n'avais plus le choix. Et l'adaptation, également ils ne sont pas contents d'être là. Quand ma mère est arrivée dans cet établissement, elle était déjà dans un état psychique, si vous voulez, qui fait qu'elle soit là ou chez elle, elle ne faisait plus la différence. Voilà. Je crois que n'importe comment, on a chacun son expérience, c'est vrai, et voilà. Tout à fait, et les conditions sont différentes. Toute petite précision, parce que moi aussi j'ai quelque chose à dire, alors c'est tout petit la précision. Toute petite précision, je ne me remets pas en cause l'existence, comme en l'occurrence à Conflans, je sais avoir visité l'EHPAD de Richard à Conflans et en avoir eu aussi une très bonne vision. Malheureusement, il n'y avait pas de place.
Au prieuré, le prieuré, c'est pareil. C'est pareil, je connais aussi, mais il n'y avait pas de place non plus. Mais en l'occurrence, là où nous étions, c'est une... En fait, je ne vais pas vous dire, ne pas vous dire où c'est simplement l'EHPAD de Neuville, la résidence du château de Neuville, et qui est une très belle maison, mais franchement, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la réalité. À tel point, juste un point pour vous donner une petite idée, ma mère est morte un 31 janvier. Et donc, j'ai dit à la directrice, écoutez, madame, je viens cet après-midi pour retirer, pour nettoyer la chambre, pour enlever les effets personnels, de manière à ce que vous puissiez disposer de la chambre. Elle m'a dit, mais non, monsieur Derangère, vous viendrez demain, il n'y a pas de souci. Donc je suis venu le lendemain, j'ai dit merci madame, je suis venu le lendemain. Le lendemain, nous étions le 1er février, elle m'a compté 15 jours de plus. Ça, c'est les dessous aussi des établissements. La loi a évolué à ce niveau-là, si je peux me permettre, au niveau des frais. Voilà. Alors, moi, je voudrais dire que, je pense que ça date de quelques ma années. position... Attends, Jeannette, j'avais dit que j'avais aussi quelque chose à dire. Je comprends pas bien. Bon, alors vas-y. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas contre les EHPAD. Et je partage ce qu'a dit ce monsieur, des moments de gaieté. Bon, pendant peut-être 10 ans, je ne sais plus, et ça s'est arrêté lorsque la Covid a interdit ces rencontres. Moi, j'allais chanter avec un groupe, toujours bénévolement, à la maison Richard. Je chante dans beaucoup d'endroits. Eh bien, mon bonheur le plus grand, c'était de chanter là. Parce qu'on savait que ça atteignait quelque chose, les gens chantaient avec nous. Donc, je n'ai pas une vision négative totale, hein, pas du tout. Bon, c'est autre chose, ce serait peut-être trop long d'expliquer. Mais il y a une souffrance avant l'EHPAD, c'est de quitter sa maison. Et on vient certainement avec. Moi, j'ai ma marraine qui était en Touraine, qui avait une petite maison modeste au bord de la Loire. Et en fait, pendant 3 fois, elle a demandé son entrée en maison de retraite. Et 3 fois, elle s'est rétractée. Et un jour, le directeur l'a appelée en disant, écoutez, voilà, ça suffit. À chaque fois, vous demandez et vous ne venez pas. Donc, pour moi, je vais arrêter votre inscription future. Ça, c'était une violence. Donc, elle est partie dans la maison de retraite. 3 mois après, elle mourait. Parce que il lui manquait quelque chose, c'est tout. Voilà. Donc je ne suis pas contre hein, que vous faites bien ça. S'il n'y avait plus d'EHPAD, je ne sais pas comment on s'en sortirait d'ailleurs. Hein. Moi, je voulais revenir sur la situation de monsieur parce que j'ai été dans la même situation de devoir mettre ma maman en EHPAD pour Alzheimer et vraiment à la dernière extrémité, quand vraiment mon père ne pouvait plus l'aider et il était aussi pas bien en point. Et dans cette EHPAD, c'était en province. Au début, ma maman sortait, il y avait un parc autour. Et puis un jour, eh bien, la porte était fermée, toutes les portes étaient fermées et les résidents ne pouvaient plus sortir dans le parc parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Il n'y avait pas assez de personnel pour les accompagner et qu'évidemment, ils se perdaient. Voilà. Et après, l'état d'après, parce que les personnels, c'était un EHPAD public, les personnels avaient diminué, et après l'étage dont vous parlez, où effectivement l'étage de l'Alzheimer, comme on dit, eh bien, était fermé aussi à clé. C'est-à-dire qu'il fallait sonner pour aller voir ses proches. Et eux ne pouvaient pas sortir. Et ça, faute de personnel. Et ça m'amène à parler justement de la fin de ce personnel qui jette l'éponge, de cette culpabilité. Et là aussi, la santé mentale, elle touche, on sort de l'EHPAD, mais elle touche une autre tranche d'âge de toutes ces catégories qui deviennent dans l'impossibilité de faire correctement leur travail. Alors c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai aussi dans la police, c'est vrai dans tout un tas de secteurs où, faute de moyens et de personnel, eh bien, la santé mentale des personnes est atteinte
et amène à des suicides. Alors, il y a eu un tas d'entreprises où ça a été le cas, amène à des situations de dépression grave et amène à des démissions. Il y en a eu tout un tas dans la période Covid où les gens peut-être ont eu un regard sur leur travail, enfin sur leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, et du coup ça a généré de se dire non, c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. C'est plus possible de supporter ça. Et quand on parle là de la santé mentale à tous les âges de la vie, je trouve que dans ce film, vraiment tous les âges sont concernés, hein, y compris cette tranche de personnes actives, mais qui n'en peuvent plus des conditions dans lesquelles on les fait travailler et des responsabilités que ça les fait supporter. Enfin, c'est aussi ce qui me touche dans ce film, c'est de voir que on est tous concernés, quoi. À toutes les étapes de notre vie, on peut être concerné et on peut voir sa santé mentale vaciller. Jusqu'à quel point, ça dépend de l'entourage, ça dépend de l'accompagnement, ça dépend des opportunités aussi, de rencontrer la bonne personne au bon moment. Enfin, c'est la vie, quoi. Voilà, c'est pas une question, c'est je pense que c'est évident que l'EHPAD, quand on est touché par l'EHPAD, ça recouvre pour chacun des réalités qui sont très différentes, qu'elles soient positives. Et franchement, ce que vous dites, ça me fait extrêmement plaisir. Et pareil, quand j'entends Guénel, moi je suis... c'est pas l'image que j'en ai. Et je suis ravie de savoir qu'il y a des espaces qui existent et qui sont comme ça. Bien sûr que je partage la vision sur le système de santé. Vraiment, je pense que ces salariés qui, et on le voit au cours du film, essayent d'amener de la vie comme ils peuvent dans la relation, dans l'échange, dans la blague, beaucoup dans l'humour. Ça, c'est un média qui est super pour la santé mentale. Je trouve que, et c'est ce que Guénel disait, sur le lien social, tu disais ça, et je trouve que ça c'est très prégnant dans le film, comment finalement c'est le lien qui permet de redonner de la vie. La santé mentale, c'est la rencontre à l'autre, c'est l'échange, c'est le chant. Il y a ces scènes-là dans le film, c'est les sensations fortes entre le petit skater et je ne sais plus le nom de l'acteur, cascadeur. Et c'est vraiment, oui, voilà. Cette rencontre-là, c'est le fait qu'il puisse y avoir des échanges, qu'il puisse y avoir de la spontanéité, qu'il puisse y avoir des à côté, comme on disait parfois. Et effectivement, je pense que finalement, peut-être pour être sur une note plus positive, ce que le film nous donne à voir, c'est des perspectives, c'est des éléments sur vers quoi on pourrait tendre, comment on pourrait faire que plus d'EHPAD soit a priori comme celui du prieuré, puisque je crois que c'est celui-là dont on parlait, et comment on pourrait amener à plus de vie, justement, dans ces établissements-là. Et je pose aussi la question de est-ce que si ces établissements étaient moins lourd, parce que moi l'expérience que j'en ai, elle est très lourde, c'est quand je passe le pas de la porte, peut-être que s'il y avait eu plus de vie, ça aurait été moins difficile pour moi d'y aller, et du coup ça profiterait à tous et à tous les âges de la vie, aux petits, aux plus âgés, aux vieux et aux proches, quoi. Au Canada, ils ont d'autres méthodes. Par exemple, un résident qui veut aller boire une tasse de chocolat à 4 heures du matin, il va dans la cuisine. Donc, ils sont, comment dire, il y a une autonomie quelque part, voilà, peut-être avec des règles dont vous êtes prisonnier, peut-être. On ne peut pas tout faire. Mais moi, ça m'avait frappé, cette émission, parce que les résidents étaient libres d'aller là où ils voulaient, quand ils le voulaient. Mais ça demande, comme Sylvie le dit, une personne à la porte. Je pense qu'effectivement, si je peux rebondir là-dessus, on a beaucoup à apprendre des autres pays et des autres établissements. Je ne sais pas si là où je travaille, c'est l'idéal. Il y a aussi plein d'imperfections.
Je pense qu'il faut s'appuyer sur les choses positives et apporter de la légèreté, je pense. C'est important d'apporter cette légèreté, cette joie de vivre que j'essaye de transmettre à mes équipes, en tout cas, parce qu'effectivement, comme à l'hôpital, notre secteur, il est en crise au niveau du personnel. C'est vrai que c'est une réelle difficulté. On doit se batailler des fois tous les jours pour avoir suffisamment d'infirmiers, suffisamment de personnel diplômé. Voilà, essayer de redonner un petit peu d'envie de venir travailler aussi auprès des personnes âgées. Et on peut s'épanouir dans ce travail auprès de nos aînés. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un combat au quotidien et je pense que c'est important d'apporter beaucoup de joie et beaucoup d'envie et d'emmener les équipes, c'est important vers ça. Je voulais signaler, il y a une expérience, puisqu'on parle des pays étrangers, il y a une expérience en France qui nous a été présentée lors d'une conférence auquel je participais, sur le village Alzheimer. Alors je ne sais plus, c'est vers Dijon. Et il y a une étude qui va sortir en décembre où ils vont annoncer leurs résultats. Et justement, par rapport à ce que vous disiez, monsieur, sur la question de la protection, donc là, ce ne sont que des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées. Et c'est un peu une question de curseur, c'est-à-dire qu'eux, ils ont fait le pari, bien sûr qu'il y a une idée de protection, parce qu'il est hors de question que ces personnes soient totalement livrées à elles-mêmes et puissent effectivement se mettre totalement en danger ou mettre en danger les autres. Mais par exemple, sur la liberté de circulation, elles sont totalement libres de circuler sur tout l'emplacement, c'est-à-dire y compris les extérieurs, parce qu'en fait, c'est un lieu où ils ont un grand terrain, très grand, c'est comme un village. Et d'après ce qui m'a été présenté, il y a plusieurs bâtiments, donc c'est plusieurs unités, mais on peut aller d'une unité à l'autre. Et d'ailleurs, elle expliquait, c'est la gériatre responsable qui est venue nous présenter ça, que parfois ils retrouvent un résident dans le lit d'un autre bâtiment, bon, ils le laissent terminer sa sieste. Et ils vont faire leurs courses parce qu'il insiste pour que les gens essayent quand même de garder une vie où on choisit ce qu'on va prendre au petit déjeuner et tout ça. Ben, il y a un magasin où il n'y a pas d'échange d'argent parce que de toute façon là les gens n'ont plus la notion. Voilà, ils savent qu'ils ont le droit de prendre un élément pour le matin, un élément pour le soir, etc. Et ils ramènent ça dans leur bâtiment et selon leurs troubles, selon leur pathologie, soit ils peuvent cuisiner eux-mêmes, soit quand ils ont des pathologies très avancées, c'est mouliner parce qu'ils risquent de faire des fausses routes, mais ils essayent de diminuer au maximum ça. Pas les fausses routes, mais de mouliner la nourriture, je veux dire. Donc voilà, je pense que l'histoire de la protection, c'était pour dire c'est une question de curseur. En fait, c'est vrai que le droit, on a appliqué des normes qui sont très strictes. Je veux dire, même les gens, moi je vois mon grand-père par exemple, qui a toujours eu un opinel sur lui, bah là il pouvait plus, j'ai été obligée de lui amener en douce des opinels pour qu'il puisse éplucher ses pommes. Je veux dire, c'est du délire quoi. Pour lui c'était impensable qu'il puisse pas s'éplucher sa pomme. Bon, bah ça, c'était interdit, les couteaux. Donc on était obligé de les cacher, de mettre au point le système pour les cacher. Et puis, évidemment, il oubliait où on l'avait caché. Donc évidemment, j'en ai acheté beaucoup. Voilà, donc là, cette expérience, en tout cas, ça sera intéressant de voir le résultat qui va être publié en décembre. Peut-être j'aurai les informations, puis toi aussi, parce que c'est dans le centre d'éthique clinique, et on pourra les relayer. Mais en tout cas, la présentation qu'elle en a faite, c'était quand même inspiré d'autres expériences, peut-être au Canada, je ne sais pas, en tout cas à l'étranger, qui pariaient sur quand même une plus grande liberté laissée aux personnes, même atteintes de pathologies qui évidemment sont difficiles à gérer au quotidien. On rejoint les mêmes choses, c'est-à-dire que sans doute, enfin on n'a pas le détail, mais sans doute il faut un personnel en fait très présent. Ah bah voilà. C'est-à-dire que évidemment, pour protéger sans beaucoup de personnel, bah, en fait, c'est là où la protection va devenir contraignante extrêmement. Là, pour avoir cette liberté, mais aussi un ensemble protecteur, bah, il n'y a pas de miracle. Il faut avoir l'espace, mais le personnel qui est là quand même... Ouais. Il y a des bénévoles, voilà, dans c'est ça. ce village, il y a des bénévoles, il y a 60 bénévoles qui tournent et qui altèrent. Oui, c'est tout incroyable. Et je trouve qu'on peut facilement faire le parallèle avec la contention ou l'isolement en service intra-hospitalier. En fait, quand on peut, voilà, on y a recours quand il n'y a pas assez de soignants, parce que on ne peut plus faire face, parce qu'il y a un épuisement, parce que on n'a même plus recours à la parole dans ces moments-là, et puis qu'il y a une forme de perte de notion
de la réflexion. Donc c'est évident qu'il ne peut pas y avoir, à mon sens, une sécurité non contraignante s'il n'y a pas une équipe soignante en nombre, animée par une envie. Et c'est vraiment, c'est ce que je disais en premier propos, c'est-à-dire que c'est aussi ça qui fait qu'on arrive à garder du sens dans notre travail et l'envie d'aller travailler et de travailler dans ces structures-là. C'est qu'on y va parce qu'on sait pourquoi on le fait et qu'on y prend du plaisir dans cet échange et dans cette relation. Mais quand notre travail, ça devient violent, quand par exemple, moi en tant que psychologue, quand on me demande de faire des consultations que de 30 minutes ou moins, et puis surtout de ne pas faire du suivi sur le long terme, parce qu'en fait on n'a pas le temps. En fait, moi là, je n'ai plus de sens dans mon travail, parce que c'est pas une bonne manière de faire mon travail, puis je pense que surtout ça va pas être thérapeutique pour la personne que je reçois. Et donc on a des injonctions qui sont liées à des manques d'effectifs, des manques de moyens, qui fait qu'on ne retrouve plus de sens, donc ça atteint la santé mentale du soignant. On sait qu'un soignant qui a une santé mentale délétère, il ne sera pas capable de faire un soin de qualité pour le patient et l'usager quel qu'il soit. Hein. Et c'est un cercle vicieux, parce que du coup, le soignant part, il n'est pas remplacé, et celui qui voudrait arriver, il arrive dans une équipe qui est déjà tellement abattue, tellement en souffrance, en souffrance, que il reste pas, et que finalement c'est le serpent qui se mord la queue depuis des années, parce que, et le Covid ayant accéléré à vitesse grand V le départ colossal de tous les personnels soignants. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour se remonter le moral? Parce que là, waouh, c'est vrai qu'on est mal parti. Hein. En ce moment, dans tous les domaines, la santé mentale est mise à l'épreuve. Alors, par contre, moi, je voudrais demander à Mme Zardet, est-ce qu'il y a eu des réactions après les entretiens qu'il y a eu entre les jeunes et les personnes du prieuré? Et cette vidéo qui a été faite, nous on l'a visionnée, donc c'était samedi à la UJC, il y avait toute une journée sur la santé mentale, et on voit beaucoup de rires. Alors, est-ce que ces rires sont restés après? Est-ce qu'ils en ont reparlé? Voilà. Oui, ils en ont reparlé un petit peu, et en tout cas, sur le moment, le temps de l'échange, et moi qui étais présente, c'était un moment, un temps un peu suspendu. C'était un très chouette moment où les résidents et les enfants et adolescents ont pu échanger. Et c'est vrai qu'on a vu des belles choses, ouais. Ouais. Après, on essaye toujours de leur proposer des choses des activités qui vont leur apporter de la joie et les faire rire. Oui, mais oui, ils en ont reparlé un petit peu après, oui. Et là, c'était vraiment dans les deux sens. Et je crois que oui, le conseil municipal des jeunes et celui des enfants, les deux vont continuer à travailler sur cette question et peut-être retourner dans les deux établissements. Il semble avoir entendu dire ça au niveau du collectif. Je regarde. Mais avec plaisir, moi je les accueillerai avec plaisir. Voilà, je crois que ça a éveillé en eux quelque chose. Ils ont découvert que ces personnes âgées dont on parle, qui sont dans des maisons bizarres, là, en fait, c'était des gens. Hein, et qu'ils savaient rire, et ils savaient parler, ils savaient parler de leurs souvenirs, de leur vie. Et il y a eu des grandes découvertes aussi chez les enfants, et je crois que ça c'est précieux. Ces moments-là, ils sont extraordinaires. C'est une idée du collectif qui est née au cours des réunions, comme ça. C'est vraiment une idée commune. Et enfin, moi personnellement, je crois que mes petits camarades, ils sont dans le même état. On est très contents que ça ait pu aboutir, et on est très contents de cette petite visio. Alors c'est pas un grand moment cinématographique, mais c'est un excellent souvenir. Et justement, je ne sais pas si, parce que moi je l'ai découvert, mais en fait, il n'y a qu'une poignée d'acteurs. Mais c'est un mélange ça a été tourné dans le film, hein, oui, pas là, dans notre vidéo. Oui, pardon. Dans le film qu'on vient de voir, c'est tourné dans une maison de retraite avec les résidents. Et je disais une anecdote qui disait que les résidents, parce que c'est extrêmement contraignant un tournage, surtout quand on a des personnes âgées et des enfants,
et les temps de tournage sont très réduits. Et apparemment, je disais que les résidents faisaient exprès d'échouer les scènes pour pouvoir rejouer, parce qu'ils y prenaient un plaisir fou, et que du coup, il y a, en plus, la réalisation de ce film a été une vraie bouffée d'air frais et de plaisir dans l'EHPAD où le film a été tourné. Donc, c'est là encore une expérience d'une rencontre, de sortir du quotidien que ça peut être, d'un truc un peu extraordinaire qui se passe et qui du coup ramène de la joie, ramène justement ce qu'on disait, cette naïveté, cette spontanéité. Et c'est probablement des expériences comme celle-ci, des expériences comme celle que tu citais à Dijon, qui justement peuvent nous donner un peu d'espoir dans le fait qu'il y a des possibilités et que ça pourrait généraliser s'il y a des résultats. Oui, peut-être juste un mot. Finalement, ce que ça nous montre, ce film, et puis l'expérience que vous évoquez, c'est peut-être de lutter contre cette forme. Et le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui avait dit il y a quelques années qui avait parlé de ghettoisation des personnes âgées dans les EHPAD, et en disant finalement il y a quand même quelque chose un peu fou de rassembler des personnes âgées entre elles. Et aux autres âges de la vie, on est évidemment beaucoup avec des gens de notre génération, mais pas que. Et là, il y a quand même cette concentration. Et récemment, justement pour la Ligue des droits de l'homme, on interviewait Régis Aubry, qui était le rapporteur, et qui disait c'est vrai que ce terme de concentration et de ghettoisation, il a choqué, mais en fait, on le maintient. C'est une réalité. Et donc ça, c'est finalement ce que ça montre, c'est que là, ça casse un peu cette concentration. Et donc ça, c'est aussi notre responsabilité, effectivement, de citoyens, de proches, etc., d'ouvrir un peu ces portes, et en tout cas de faire que ce ne soit pas que des personnes âgées entre elles, mais que ce soit des citoyens, et que la cité aussi vienne à eux. Donc, c'est important que l'EHPAD ait les portes grandes ouvertes sur le monde extérieur. Nous, on a l'avantage d'être très au centre-ville, en plus, au centre de la ville, donc... Voilà, et le Covid, moi je l'ai vécu au prieuré, et ça a été un moment extrêmement douloureux, cette fermeture des portes, cette absence de vie au rez-de-chaussée, cette absence de famille qui était très présente. Il y a toujours beaucoup de familles là où je travaille, et c'est vrai que là j'ai ressenti cette ghettoisation. Parce qu'avant, il y avait des écoles qui venaient, des enfants, il y avait énormément de visites. Voilà. On est revenu à ça, pas complètement, mais on est revenu à ça, et ça a été une bouffée d'oxygène de rouvrir les portes, de refaire revenir les familles, les enfants, les adolescents. C'est important, ils en ont besoin, nos anciens, de ces liens. Oui, et nous aussi. Oui, bonsoir. Oui, justement, ma question d'intervention concernait justement la question du lien, et on n'a pas évoqué les alternatives justement aux EHPAD, qui sont par exemple ce qu'on appelle les familles d'accueil. Donc c'est une famille qui est déclarée auprès du conseil départemental du département, et qui a un agrément, et qui peut recevoir chez elle des personnes âgées. Et c'est une alternative que nous avons avec ma sœur mis en place pour ma mère un temps, juste le jour de la fermeture du Covid d'ailleurs. C'était un coup de chance. Et je trouvais justement que c'était une alternative intéressante, qui permettait justement cette continuation du lien. Une personne qui n'est plus autonome et qui peut rester chez elle seule peut continuer à avoir du lien dans une famille réelle, avec des différentes générations, des enfants, une véritable vie autour d'elle. Et j'ai trouvé dommage que cette alternative ne soit pas plus développée. J'ai compris qu'il y avait simplement une dizaine ou une quinzaine, voire une quinzaine de familles sur le département du Val d'Oise avec ce type d'agrément. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qui puisse être développé de façon beaucoup plus importante?
Alors, pourquoi, mesdames? Alors moi, je ne savais pas que ça existait pour les personnes âgées. Si. Par contre, ça existe, enfin, je sais qu'on appelle ça l'accueil familial thérapeutique pour les personnes adultes atteintes de troubles psychiques, ce qui est mon domaine d'expertise. Et au lieu de... là encore, je suis désolée, mais je ne vais pas aller dans quelque chose de gai. Ça tend plutôt à disparaître qu'à se généraliser. Alors, je ne suis pas spécialiste, je pense que l'ébauche de réponse, c'est que c'est coûteux. Non. Ah bah, Non, mais on en parle beaucoup à la télévision ces derniers temps. Et il y a quand même pas mal d'expériences de ce genre et de familles privées qui... j'ai encore vu hier ou avant-hier, je crois, un reportage là-dessus, des familles qui reçoivent de 2 à 5 personnes âgées qui ont besoin d'aide et qui les font vivre avec eux, au sein de la famille, avec leurs enfants, en famille. Donc ce sont des couples qui sont évidemment à eux, tous les deux, donc salariés par les résidents, en fin de compte, à 2 personnes, et ça leur permet de se relayer et d'avoir une présence continue. Et ça existe, et je crois que ça existe de plus en plus. Par contre, ça n'est pas assez mis en avant par l'État, je crois. Oui, je pense que la réponse à votre question, c'est à la porte de l'État qu'il faut, oui, il faut frapper. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas une seule solution pour nos aînés. Il y a plein de solutions différentes qu'il faut développer parce que voilà, les individus sont tous différents. Donc, c'est important de multiplier les solutions et les possibilités d'accueil pour nos aînés. Et on a beaucoup parlé des aînés, mais il y a aussi évoqué peut-être un peu moins mis en avant, mais il y a quand même ce jeune garçon où on voit quand même, enfin voilà, il est montré ce garçon qui est délaissé par son père, qui n'est pas écouté, qui ne se sent pas considéré et qui trouve à l'EHPAD quelqu'un qui le reconnaît dans ce qu'il est et dans son envie, dans sa passion. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aussi pour les jeunes, les plus jeunes, les enfants, et finalement, ça bénéficie à tout le monde, cette transmission intergénérationnelle. Ça bénéficie aux jeunes, ça bénéficie aux vieux, ça bénéficie à leurs proches, à toutes les catégories d'âge. Donc moi, je rejoins vraiment ça. Je pense que les perspectives, elles sont à permettre, mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce que ça permet, ce système que vous avez décrit. C'est vraiment de pouvoir avoir des espaces communs, toutes générations confondues, et qui ne sont pas des ghettos, du coup. On a épuisé le sujet. Ben, écoutez, on va remercier beaucoup nos intervenantes, parce que en plus, il y en a qui ne sont pas d'ici. Donc, il faut qu'elles rentrent chez elles. Et écoutez, merci beaucoup à tous pour cette soirée, ce beau débat. Et rendez-vous à l'année prochaine. Le thème, sous le contrôle, c'est le sport. Santé mentale et sport, ou sport et santé mentale, comme vous voulez. On se demande bien pourquoi c'est ce thème-là, l'année prochaine. Enfin voilà, on va avoir du sport à toutes les sauces, et on aura donc sport et santé mentale l'année prochaine. Voilà.